En ces temps de guerre totale, guerre contre le Covid, guerre contre la Russie, guerre éternelle contre la Russie, guerre éternelle contre le changement climatique, il est temps de prendre un peu de recul, de traverser l'Atlantique et de regarder cette autre civilisation européenne qui est la civilisation américaine, qui fonctionne un petit peu en miroir. On a coutume de dire que au bout de 10 ans ou de 15 ans, les événements américains finissent par traverser l'Atlantique et frapper le vieux continent. C'est pas tout à fait vrai, hein. On n'a pas connu en Europe le problème de la prohibition de l'alcool. On n'a pas non plus connu le même niveau de problème en termes de drogue dans les années 70-80. On n'a pas été dévasté dans les années 90-2000 de la même façon. Donc c'est pas tout à fait vrai, mais je viens de lire un livre qui m'a inspiré cette vidéo. Il y a longtemps que je voulais parler du parallèle entre la révolution américaine en cours, en tout cas la guerre civile en gestation aux États-Unis, et ce qui pourrait arriver en Europe. Donc j'ai lu USA, la prochaine guerre civile, écrit par Stephen Marche, qui est un Canadien, qui écrit dans le New York Times, le Wall Street Journal, le New Yorker, homme de gauche, naturellement, homme de conviction, sinon il n'écrirait pas dans ce type de journaux ou de magazines. Alors, ce qu'il faut dire sur la forme, déjà, le livre, il n'est pas super bien écrit. Alors, je ne sais pas s'il a été écrit en anglais, traduit en français. C'est pas d'un très haut niveau littéraire. C'est un livre qui est en réalité une docu-fiction. Alors, sur le fond, il explique un certain nombre de choses quand même intéressante. Sur la note Amazon, j'ai pas encore noté, il n'a pas encore de notation, mais je mettrai quelque chose comme 2 ou 3 étoiles. Donc c'est pas le top du top, mais il y a quand même quelques petits intérêts. Notamment, il explique comment la police aux États-Unis, les forces fédérales comme les forces locales sont infiltrées par l'ultra-droite, voire par des mouvements carrément Ku Klux Klan, néo-nazis. Donc c'est pas inintéressant. Il oublie de dire que sous la période Trump, Donald Trump a nommé quand même un très grand nombre de juges conservateurs à divers niveaux, au niveau notamment fédéral, y compris à la Cour suprême, ce qui a forcément un impact sur la jurisprudence et sur la façon dont la loi est appliquée aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qu'il oublie de dire dans son bouquin, ce qui est un petit peu dommage. Alors son livre aussi explique ce que l'on sait, mais c'est toujours bon de le rappeler, que le parti républicain américain, le Great Old Party, le GOP, est un parti essentiellement de blancs, et c'est le parti en fait qui défend, on va dire, la cause de l'homme blanc aux États-Unis, et le parti démocrate est le parti multiculturel, multiracial, multi-religieux, multi-ethnique, tout ce que vous voulez. Alors au-delà de ça, il est remarquable de voir que Stephen Marche ne maîtrise pas du tout les questions, ni les questions économiques, ni les questions anthropologiques. À sa décharge, c'est un journaliste, ce n'est pas un théoricien, ce n'est pas un économiste, c'est un simple éditorialiste, et c'est vrai que sa méconnaissance de l'économie le fait insister sur l'aspect des inégalités, en disant ce qui va détruire l'Amérique, ce sont aussi les inégalités sociales qui sont épouvantables. Alors déjà, il ne fait pas la distinction entre les mauvaises inégalités et les bonnes inégalités. La bonne inégalité, celui qui travaille gagne plus d'argent que celui qui ne travaille pas. Celui qui risque son capital en créant une entreprise risque de gagner plus d'argent que celui qui n'investit pas un centime et qui dépense tout au casino, qui dépense tout en cocaïne, c'est évident. Ça, c'est la bonne inégalité. La mauvaise inégalité, c'est celle qui est provoquée par les banques centrales, qui, en faisant tourner la planche à billets, fait monter le prix des actifs, c'est-à-dire les prix de l'immobilier, les prix du pétrole, les prix des matières premières, donc qui sont détenus par les riches, donc on enrichit les riches, et par définition, on appauvrit les pauvres. Donc ça, cette mécanique-là, il ne la comprend pas. Il défend la fiscalité à outrance, encore une fois dans une logique très très à gauche, en disant la fiscalité va permettre de compenser les mauvaises inégalités, enfin les inégalités en général. Là, il se trompe complètement. Pareil, il se trompe lorsqu'il pense que l'inégalité fait fuir les populations, les peuples. C'est exactement le contraire. Les populations qui fuient aujourd'hui le Nicaragua, le Honduras ou les pays d'Amérique centrale ne vont pas partent de pays relativement égalitaires, puisque tout le monde est pauvre, pour aller aux États-Unis, un pays bien sûr plus inégalitaire parce que beaucoup plus riche. Quand on prend l'Europe, par exemple, Monaco est le pays le plus inégalitaire d'Europe. Une plaisanterie dit que le soir les milliardaires ont peur parce que les millionnaires rôdent.
Un millionnaire est effectivement 1000 fois plus pauvre qu'un milliardaire. Vous allez en Albanie ou en Moldavie en Europe, vous avez des sociétés extrêmement égalitaires. Donc non, c'est pas l'inégalité ne fait pas fuir et n'est pas un facteur a priori d'écroulement. La mauvaise inégalité, effectivement, la mauvaise inégalité causée par la fausse monnaie produite par les banques centrales est un facteur d'écroulement économique, comme l'est la réglementation à outrance, comme l'est la fiscalité à outrance et comme l'est également le protectionnisme, ce qu'ignore monsieur Stephen Marsh. Il ignore aussi la question anthropologique. Les sociétés multiculturelles et multiethniques, qu'il ne dénonce pas, et même qu'il a plutôt tendance à défendre, sont des sociétés qui sont dysfonctionnelles, qui ne peuvent pas fonctionner simplement à long terme. Nous le voyons aujourd'hui tous les jours en Russie, voilà, un même peuple qui a la même religion, mais qui ne parle pas la même langue. Les uns parlent ukrainien, les autres parlent russe, qui se déchirent et qui risquent de se déchirer encore quelques années. On l'a vu en Bosnie-Herzégovine, où un même peuple, finalement, les Serbes, les Croates et les Bosniaques sont un même peuple, qui parlent la même langue en l'occurrence, mais qui, pour ce qui les concernait, n'avaient pas les mêmes religions et qui se sont terriblement déchirés. On le voit au Liban. Au Liban, là on a aussi un même peuple qui, pour des raisons, qui parle là aussi la même langue, mais qui, pour des raisons religieuses, entre chrétiens maronites, chiites, sunnites, ne peuvent pas simplement vivre ensemble. Donc toute société multiculturelle, multiethnique, que ce soit que les différences viennent de la langue, de la religion, de la race ou autre, eh bien, sont des sociétés dysfonctionnelles qui finissent par exploser, et c'est bien là le fond du problème et la source de la future guerre civile américaine, qui naturellement finira par arriver, puisque toute société effectivement étatiste à outrance finit par s'écrouler sur le plan économique, et que toute société multiculturelle finit par se déchirer également. Donc on a un double effet, un double facteur d'écroulement de la société américaine, comme c'est le cas en Europe, dans un certain nombre de pays européens, notamment le Royaume-Uni, la Belgique, la France. Nous avons également ce double facteur qui est présent, d'où l'intérêt de faire effectivement ce parallèle entre la France et les États-Unis. Alors Stephen Marsh nous parle aussi d'un phénomène intéressant qui est la guerre de sécession. La guerre de sécession aux États-Unis, 1860-1865, qui a causé plus de morts dans l'armée américaine que toutes les guerres du XXe siècle réunies, conduites par ou dans lesquelles les États-Unis ont participé. Plus de 600 000 morts, c'est absolument considérable. Dans les années 1860-1865, où l'Amérique était quand même bien moins peuplée aussi. Donc cette guerre de sécession, là aussi, l'analyse qu'il en fait n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut trouver chez des auteurs comme Dominique Venner, extraordinaire, le Blanc Soleil des Vaincus, 5 étoiles Amazon, où là, c'est vraiment un livre qu'il faut lire si on veut comprendre on va dire la genèse de ce qu'est le Parti républicain américain, qui a été, je le rappelle, fondé par Abraham Lincoln, qui est le premier président républicain américain. Si on veut comprendre l'Amérique moderne, rappelons-nous que George Bush Jr. se réclamait lui aussi complètement d'Abraham Lincoln, de même que Ronald Reagan. Donc si on veut connaître l'Amérique contemporaine, si on veut comprendre l'Amérique contemporaine, il faut comprendre aussi ce qui a motivé la guerre de sécession. Ce qui a motivé la guerre de sécession, c'est pas les gentils anti-esclavagistes du Nord qui partent en croisade contre les méchants esclavagistes du Sud. C'est un peu plus compliqué que ça, c'est même beaucoup plus compliqué que ça. Je vais vous lire d'ailleurs une petite déclaration du fameux Abraham Lincoln, déclaration qu'il a faite en 1857. Donc je cite Lincoln: « Il y a un dégoût naturel de presque tous les Blancs à l'idée d'un mélange sans discrimination des races blanches et noires. Je proteste contre la logique qui conclut que si je ne veux pas d'une femme noire pour esclave, c'est que je la veux nécessairement pour épouse. Je n'ai besoin ni de l'une ni de l'autre, nous dit Lincoln. À certains égards, elle n'est certainement pas mon égale. La séparation des races est la seule manière parfaite de prévenir l'amalgame. » Donc voilà une déclaration de Lincoln qui en dit long quand même sur sa philosophie, et lorsque l'on parle effectivement de cette guerre de sécession, il faut comprendre la problématique économique déjà au départ. Nous avons en 1820, le Sud produit 50 000 balles de coton par an. En 1860, il en produit 20 millions par an.
20 millions de balles de coton. Donc c'est en 1860, le sud américain est devenu l'Arabie Saoudite du coton. Il s'est formidablement enrichi grâce à cette culture qui est extrêmement facile. Hein. Tout le monde peut cultiver le coton. C'est absolument pas pénible, contrairement à par exemple la culture de la canne à sucre, hein, qui doit se faire uniquement dans les îles à sucre. C'est pour ça que Martinique, la Guadeloupe, le Cuba, etc. Vous avez des exploitations sucrières avec des esclaves noirs qui sont extrêmement maltraités, qui ont une espérance de vie très basse. Dans le cas d'exploitation du coton, ce n'est pas du tout le cas. Dans le sud, dans le vieux sud, il y a les 20% de grosses exploitations qui emploient des esclaves noirs produisent 80% de la production de coton. Mais donc 80% des petites exploitations qui sont exploitées par des petits blancs, qui ne produisent que 20%, sont justement exploitées par des petits blancs qui n'ont pas d'esclaves. Parce que l'exploitation du coton, elle est relativement assez peu pénible, et ça permet de gagner beaucoup d'argent sans trop se fatiguer. Alors ce qui se passe au moment de la guerre de sécession, c'est que, juste avant la guerre de sécession, c'est que les États du Nord vendaient très cher les marchandises qu'ils produisaient dans leurs usines aux consommateurs du Sud, et comme les consommateurs du Sud avaient tendance à vouloir importer d'Europe, c'est-à-dire du Royaume-Uni et de France, les produits manufacturés qu'ils consommaient, eh bien les États du Nord ont établi des droits de douane prohibitifs. Donc les États du Sud avaient le choix soit d'acheter très cher leurs marchandises au nord, soit d'acheter très cher leurs marchandises en provenance des pays d'Europe à cause des droits de douane qui avaient été imposés au niveau fédéral, les États du Nord étant pesant plus lourd démographiquement et donc pesant plus lourd au Congrès que les États du Sud, donc ils avaient imposé ces droits de douane. Donc c'est d'abord une révolte fiscale au départ. Alors c'est vrai que en ce qui concerne on va dire les exploitations esclavagistes du Sud, les grands propriétaires, la plupart des grands propriétaires esclavagistes considéraient que finalement l'esclavage n'était pas forcément plus rentable que le salariat. Parce qu'il faut comprendre que lorsque vous avez des salariés, vous les payez quand ils travaillaient, quand ils travaillent, mais vous ne les payez pas quand ils ne travaillent pas. Et l'esclave c'est le contraire. Quand il travaille, vous ne le payez pas. Mais quand il ne travaille pas, c'est-à-dire lorsqu'il est jeune, lorsqu'il est vieux, lorsqu'il est malade, il faut le nourrir, il faut le loger, il faut le soigner. Donc finalement, l'un dans l'autre, il vaut mieux avoir des salariés. Donc c'est pas tellement les grands propriétaires qui étaient favorables au maintien de l'esclavage, c'était plus les petits blancs. Qui n'avaient pas d'esclaves, mais qui ne voulaient pas que l'on émancipe les populations noires, parce qu'ils se disaient qu'ils allaient se retrouver déjà minoritaires dans un certain nombre d'États, notamment le Mississippi, où les Noirs étaient plus nombreux que les Blancs. Donc si on les émancipait, si on en faisait des citoyens, ils allaient voter, il y aurait des shérifs noirs et des juges noirs, et ça les petits Blancs, ils ne le voulaient pas. Et puis ils ne voulaient pas non plus que les Noirs s'installent comme exploitants agricoles et se mettent à les concurrencer. Donc il y a effectivement cette logique à la fois économique et politique qui a motivé les petits blancs à prendre les armes et à les se battre, car ce sont les petits blancs du Sud qui sont allés se battre contre les soldats du Nord. Donc vous voyez, les choses sont un peu plus complexes que ce qu'on nous présente généralement. Quand on regarde également le drapeau de la Confédération du Sud, vous avez 12 étoiles, donc les 9 étoiles des 9 États qui ont fait sécession, auxquels ils ont rajouté 3 étoiles des 3 États qui auraient voulu faire sécession et dont les populations adhéraient effectivement au projet confédéral et étaient contre l'Union, mais qui ont été tout de suite occupés au début de la guerre par les États du Nord. Ces États sont de mémoire le Missouri, le Kentucky et le Tennessee. Je me trompe peut-être sûr, mais au moins Tennessee, Kentucky, c'est sûr. Et vous avez, et donc ça fait 12, 9 plus 3, et il manque une étoile, la dernière étoile, c'est celle des Nations indiennes. D'ailleurs, le dernier général qui va se rendre au fédéré, au nord, c'est un général sudiste indien, et d'ailleurs 1865, qui marque la fin de la guerre de sécession, marque aussi le début des guerres indiennes. Et du massacre des Indiens, le grand génocide des Indiens, c'est après la guerre de sécession, et c'est pas avant. Et ça a été fait par les troupes du Nord, et par des personnes comme le colonel Custer, par exemple, qui va finir par être tué par les Indiens à Little Big Horn, mais qui avant cela a massacré beaucoup d'Indiens, et avant cela a même massacré des populations noires à Boston, alors qu'il était capitaine. Il a perpétré ce qu'on appelle le massacre de Boston. Donc les soldats de l'Union sont pas des Mickey, sont pas non plus des blancs-bleus, et ils vont perpétrer, encore une fois, et ils vont faire beaucoup de mal aussi dans le Sud, alors déjà en dévastant le Sud, en détruisant les propriétés, mais également lorsqu'ils vont libérer, entre guillemets, les populations noires, celles-ci vont se retrouver sans patron,
et vont devoir se déplacer parfois dans des villes du Nord et travailler dans les usines et être terriblement exploités et voir leur niveau de vie considérablement baisser. Par exemple, les visiteurs anglais qui visitaient le Sud avant la guerre de sécession étaient surpris de voir des Noirs centenaires, de voir des populations qui vivaient aussi vieilles, alors que les populations ouvrières, par exemple en Angleterre, à la même époque, dans les années 1860, dépassaient pas l'âge de 30 ou 40 ans. Hein. L'espérance moyenne de vie était quand même très basse. Donc voilà, tout ça pour dire effectivement que le USA, la prochaine guerre civile, oui, c'est tout à fait pertinent, même si effectivement l'auteur ne comprend pas tous les ressorts qui relèvent de l'économie, qui relèvent de la question anthropologique, ce que je fais hein, dans De Manage d'Or. Là aussi 5 étoiles Amazon, hein, donc je vous recommande le 5 étoiles Amazon, on peut y aller les yeux fermés, c'est à la fois des livres qui sont en général bons sur la forme, d'un point de vue littéraire, mais également sur le fond, il y a un vrai contenu. Et encore une fois, je vous recommande, on ne peut plus, Dominique Vénère, hein, le Blanc Soleil des Vaincus. Également, il avait écrit le Samouraï d'Occident. Le Samouraï d'Occident, là aussi, c'est assez extraordinaire. Je crois qu'il a 4 étoiles et demie Amazon, et c'est son dernier livre, hein, Dominique Vénère, qui s'est suicidé dans Notre-Dame de Paris. Voilà. Donc, pour être résistant, eh bien, il faut être conscient, il faut être informé. Nous sommes des francs, nous ne sommes pas des soumis. Bonjour à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.